Mesdames et messieurs, à quelles conditions peut-on dire que la justice est en train de relever la nation? À quel moment on peut dire que les élections sont crédibles, inclusives et consensuelles? Mesdames et messieurs, merci de faire confiance à votre émission Entre les lignes. Aujourd'hui, on reçoit le président de la CAGE, le président Georges Okapiamba, qui nous reçoit chez lui, dans son bureau confortable. Nous sommes donc dans un lieu très confortable. Bonjour, président. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Merci aussi pour l'invitation dans votre émission. Je vous en prie, président. On va commencer par la question électorale. Nous sommes à quelques mois des élections. Déjà, les dépôts de candidature ont commencé à différents niveaux. Il y a la mission d'observation électorale ETC5O veut auditer le fichier électoral concomitamment avec la CENI pour, comme elle dit dans son communiqué, rassurer tout le monde sur cette question de transparence. Quel est votre point de vue à ce sujet, fichier électoral? Alors, notre point de vue, c'est que les élections doivent se tenir dans les délais constitutionnels. Il ne doit pas y avoir des raisons quelconques qui soient finalement prises comme moyen pour faire glisser les mandats du président Félix Tshisekedi, au-delà du délai constitutionnel. Maintenant, la CENI a fait la mise à jour au sujet notamment du fichier électoral. Entre-temps, il y a la mission conjointe 5O-SCC qui a formulé une dernière demande. Quel est notre point de vue? Vous savez, nous respectons et nous voulons que tout le monde respecte l'indépendance de la CENI. Parce que c'est constitutionnel. Mais la CENI a clairement rejeté cette demande. Nous avons suivi le point de presse qui a été animé par le deuxième vice-président de la CENI. Et le président de la CENI est revenu là-dessus pour dire que ça ne pourra plus avoir lieu. On est déjà à une étape où il ne reste pour les uns et les autres que la possibilité de faire un contrôle citoyen de listes qui vont être publiées incessamment. Et donc, la CAGE, nous prenons bonne note et nous encourageons nos collègues aussi de la 5O et de l'ECC de prendre acte, d'attendre la publication des listes et éventuellement mener leur travail citoyen sur base de ces éléments-là. Est-ce que vous trouvez normal le refus de la 5O? Vous trouvez justifier le refus de la 5O, de la CENI d'accepter cette démarche? Alors, il y a un argumentaire qui a été développé par le deuxième vice-président en disant qu'au terme de la loi, une mission d'observation ne peut pas se transformer en une co-gestionnaire du processus électoral, que c'est interdit formellement. Nous n'avons pas encore vérifié cette disposition, mais si tel est le cas, je crois qu'il est indiqué que nos collègues qui sont là pour les comptes en fait, ils sont là pour accomplir les charges liées à leur qualité d'observateurs devront se limiter à cette qualité pour ne pas se retrouver dans la cogestion du processus électoral. Ça va devenir un peu plus compliqué pour eux. Parce que ça ne va pas toujours, la question de la transparence ne va toujours pas poser problème. Non mais attendez, il y a des gens qui refusent de prendre part à ce processus, qui disent que ce fichier n'est pas crédible. Ce fichier risque de favoriser un camp politique. En tout cas, vous savez, notre point de vue, c'est que ce sont des opinions qui s'expriment, ce qui est tout à fait normal dans un état de droit. Maintenant, il revient à ceux qui allèguent ces faits-là d'être capables de par la formulation de leurs postulats, de démontrer que cette voie est incontournable
après qu'il y ait eu cette mission que la CENI avait choisie avec quelques experts étrangers et nationaux. Et donc, nous, la CAGE, nous n'avons aucune prétention de donner des leçons à la CENI, une centrale spécialisée avec des experts en la matière. Alors, si les autres ont des points précis et pertinents, pouvant remettre en cause les rapports auxquels la CENI recourt de la dernière mission d'audit du fichier électoral, nous ne pouvons que les encourager à continuer avec leur plaidoyer. Mais il ne faudrait pas que ces plaidoyers puissent être de nature à gêner le processus, c'est-à-dire en ce qui concerne le respect du délai constitutionnel. Il y a une opinion qui dit que l'ASENCO et l'ECC sont des porte-voix de l'opposition, sont là pour servir les intérêts des opposants. Votre point de vue? J'ai suivi ça, je suis le débat, réseaux sociaux, dans d'autres médias, et même le deuxième vice-président de la CENI l'a mentionné aussi. Je pense que l'ASENCO et l'ECC, leur mission d'observation, que moi je connais, des amis qui sont là, des collègues qui travaillent, je ne crois pas qu'ils se soient décidés à se mettre au service de l'opposition. Ils continuent à accomplir leurs tâches conformément aux lois de notre pays, mais aussi à la charte de tous les acteurs de la société civile. N'oublions pas que la CENCO fait partie de la société civile. C'est la raison pour laquelle moi, je ne peux que les encourager à poursuivre principalement leur mission d'observation du processus électoral et de considérer que le management de la CENI n'entend plus revenir sur la question de vérification du fichier électoral, et pour ne pas davantage leur donner l'impression de s'accrocher à l'une des revendications qui a été aujourd'hui récupérée par les partis de l'opposition, il faudrait qu'ils continuent à accomplir tout simplement leur tâche de mission d'observation électorale. Quel est votre point de vue par rapport à cette déclaration de Madame l'ambassadrice des États-Unis qui dit que la crédibilité résidera sur le fait de ramener les partis qui sont encore sceptiques à ce processus autour de la table, à intégrer ce processus? C'est un souhait de nous tous. Hein. Nous souhaiterons que tous les partis politiques, tous les regroupements politiques... La crédibilité va reposer sur le retour de ces partis qui se sont retirés à ce processus. C'est qu'elle pense. Bon, c'est son point de vue. Moi, je ne veux pas les commenter. Mais vous savez, la crédibilité du processus réside sur plusieurs éléments. C'est notamment la communication que la CENI fait. Est-ce qu'elle le fait bien? Est-ce que toutes les parties prenantes sont-elles associées aux échanges réguliers pour que ces derniers puissent exprimer, leur traduire au moins leurs observations, leurs appréhensions, et que les points de vue qui sont indispensables puissent être pris en compte pour davantage corriger le processus. Il y a aussi cette question de publication de toutes les listes avant la campagne électorale, qui est aussi un des gages de crédibilité et de transparence. Il y a les mécanismes prévus dans la loi électorale en ce qui concerne la publication automatique des résultats, bureau par bureau. Et donc, je crois qu'il y a cet ensemble d'éléments qui doivent concourir
à mettre en place au moins des conditions de crédibilité et de transparence. Vous ne prendre position, vous observez simplement. Mais nous observons. Vous prenez simplement acte. Mais c'est ça notre rôle, effectivement. Prendre position non, mais nous pour sommes... un compte donné. Non, mais c'est ça notre position. Du peuple, président. Mais bien sûr, mais attendez, nous ne sommes pas pour autant partie prenante à la conquête et à la gestion du pouvoir de l'État. Votre volonté, c'est que ces élections se déroulent dans les meilleures conditions. C'est exact. Nous notons qu'il y a effectivement quelques points, quelques mécanismes qui ont été mis en place qui rassurent que si les choses se font telles que prévues, il y aura une certaine crédibilité. Mais je sais que ceux qui sont engagés pour la conquête du pouvoir peuvent en avoir plus que, en termes de nombre, de revendications, plus que nous-mêmes. C'est tout à fait normal. Nous leur laissons aussi le temps de travailler pour faire connaître, faire prendre en compte leurs revendications. Vous leur laissez prendre en compte les revendications. Il y a les opposants qui disent dans cette période post-électorale, ils sont sujets à des attaques. Certains même parlent d'une élimination, tentative d'élimination physique. Vous avez suivi le cas de Délice Sanga à Kananga. Il y a Moïse Katumbi qui dénonce le fait que ses proches sont arrêtés. Il parle de Mike Mukebai, de Salomon Kalonda. Est-ce que, selon vous, le climat est-il apaisé pour aller... Le climat doit être davantage apaisé pour créer la confiance entre les parties prenantes. Il y a quelques semaines que 5 organisations, dont la CAGE, nous avons souligné cela dans un mémorandum remis au président de la Commission nationale des droits de l'homme, mais aussi avec des copies réservées à plusieurs autorités de notre pays. Nous espérons que notre message est passé. C'est une réalité que les opposants sont réprimés. C'est une réalité. Non, c'est-à-dire que je ne veux pas, moi, emprunter les mêmes expressions au risque que les autres pensent que nous ne prêchons que pour le point de vue de l'opposition. Nous avons considéré qu'un certain nombre des cas relatifs à l'arrestation, détention de certaines personnes étaient de nature à polluer le climat d'apaisement qui est nécessaire pendant cette période jusqu'à la publication des résultats. Et nous avons encouragé les autorités compétentes à agir quant à ce. Et donc, nous préférons laisser encore le temps aux autorités. Nous savons qu'entre-temps, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont pu recouvrer leur liberté. C'est déjà une très bonne chose. Et nous continuons à travailler, à suivre ce qui se passe au niveau, que ce soit de l'Agence nationale des renseignements, qui est un service civil, mais aussi au renseignement militaire. Parce que ce sont les 2 services que nos organisations, nos 6 organisations, nous avions mis en cause. Quel est votre point de vue par rapport à l'arrestation de M. Salomon Kalonda, qu'on accuse de préparer un coup d'État pour installer un Katangé à la tête du pays? Quel est votre point de vue à ce sujet? Alors, vous savez, nous sommes une organisation qui milite pour le respect des droits de tout le monde. Mais nous n'avons aucune prétention de vouloir remettre en cause les prérogatives qui sont reconnues à certaines autorités en matière de lutte. Bien sûr, oui, mais lorsque... Est-ce que les procédures sont-elles respectées? Non, mais lorsque les autorités considèrent qu'elles veuillent, par exemple, m'interviewer, m'interpeller pour m'entendre par rapport à certains de mes comportements, je ne peux pas du coup refuser. Mais il se posera un problème si les mêmes autorités ne respectent pas
la procédure prévue notamment par les articles 17, 18, 19 et 20 de la Constitution. Et dans les cas, l'article phare qui en ressort est que lorsque un responsable de l'État, qu'il soit des services de renseignement militaire ou civil, ou un magistrat, un officier de police judiciaire, entend décider d'interpeller quelqu'un, la Constitution, l'article 17, ou les dispositions que j'ai citées, imposent à ce que la formule par laquelle il doit passer doit respecter les conditions de forme et de fond. Ça veut tout simplement dire que vous voulez interpeller ou obliger X, Y Congolais contre lesquels vous avez des raisons de croire qu'ils seraient en train de participer à des activités criminelles contre l'État, contre les biens des autres citoyens. Il faut respecter cette procédure. C'est soit lui envoyer une invitation, une convocation, un mandat de comparution, ou obtenir un mandat d'amener qui vous permettra de les saisir, l'appréhender là où il est et le conduire directement à votre bureau. Mais même à cette occasion, ces dispositions imposent à ce que la personne ne soit pas traitée de manière à mettre en danger ses droits fondamentaux. Vous devez lui notifier les motifs pour lesquels et lui montrer les documents. Et les renseignements militaires ont communiqué à ce sujet? Ils ont communiqué à ce sujet. Je parlais principalement avec les responsables sur ces cas qui ont prétendu que tout avait été suivi. Mais j'ai aussi parlé avec les avocats, conseil de lui-même Salomon, qui m'ont rapporté que rien n'avait été respecté, d'autant plus que dans les dossiers, il n'existe aucun titre, mandat d'amener ou bulletin de services de recherche, avis de recherche, qui pouvait justifier la brutalité avec laquelle il a été arrêté en plein aéroport d'Indili. Et que, après les 48 heures, ils n'ont jamais sollicité et obtenu au moins l'autorisation du ministère public pouvant leur permettre de prolonger pour des besoins d'enquête. Alors, nous attendons le moment venu pour vérifier tout cela. Mais si cela n'avait pas été respecté, il s'agit là de faits blâmables. Ce sont des violations des droits humains et nous ne pouvons que les condamner. Et encourager les responsables des renseignements militaires, ce que je leur ai répété plusieurs fois, de respecter ces droits. Parce que s'ils ne respectent pas, ça veut dire qu'ils posent tous leurs actes en dehors du cadre de l'état des droits. Et cela a des conséquences à la fois sur eux, mais aussi sur l'image du pays, ainsi que l'image du régime lui-même. D'accord, Président Georges. La perquisition, les conditions de perquisition, est-ce qu'elles peuvent se faire en présence ou en l'absence du concerné? La loi dit que il faut que ça se fasse en présence des personnes qui sont là, qui sont sur le lieu où on entend faire la perquisition. Pas la personne qui est incriminée. Idéalement avec la personne qui est incriminée à partir du moment où c'est vous qui les détenez, donc vous avez l'obligation de le mettre dans le véhicule et aller avec lui sur le lieu de la perquisition. Dans le cas de Salomon, parce qu'il s'est trouvé entre les mains des mêmes OPJ des renseignements militaires, l'OPJ qui a conduit la perquisition à sa résidence, que ce soit ici à Kinshasa ou à Lubumbashi, a péché de ne l'avoir pas fait accompagner pour qu'il y participe. Vous savez,
les droits, c'est le respect des règles du droit, c'est aussi la maturité de la civilisation. Parce que tout ce que les OPJ font doit concourir à quoi? À deux choses. Soit que Salomon voit les faits être suffisamment établis et appuyés par des preuves, lesquelles preuves doivent être collectées conformément à la procédure pénale congolaise. De manière à ce que lorsque ces preuves vont être présentées au juge qui devra éventuellement les juger, que ces preuves ne puissent pas souffrir de contestation parce que n'ayant pas été collectées dans le cadre de la procédure prévue par les lois de la République. Et c'est ça, tout cela fait partie du processus judiciaire. Mais vous, quand l'OPJ, vous méconnaissez ça, vous continuez à travailler comme à l'époque de Mobutu, où les responsables des services de sécurité militaire comme civils, je l'ai dit dernièrement, se comportaient comme des personnes qui sont au-dessus des lois. Là, ça ne va pas. Ils doivent savoir qu'aujourd'hui, avec le monde, les dispositifs qui est en place, il n'y aura plus de sanctuaires pour des responsables de l'État qui s'évertuent à violer les droits des autres. Ce n'est pas une juridiction spéciale. Non, il n'y a aucune loi. Ne opère pas conformément, forcément à la procédure normale. Les renseignements militaires, les renseignements civils sont des services de l'État. En tant que tels, sont tenus à se soumettre aux lois de la République. Il n'y a aucune loi dans notre République ici qui dit que, s'agissant du respect de la procédure pénale, elle ne pourra s'appliquer qu'aux officiers de police judiciaire de droit commun. Et que ceux appartenant au service de renseignement militaire ou civil, ils sont déchargés. Non! Ils sont tous tenus à les faire. En ne les faisant pas, ils violent de manière flagrante et grave les droits de leurs concitoyens et pour lesquels ils pourront en répondre un jour, que ce soit sur le territoire national ou à l'étranger, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sanctuaires. Le monde s'est organisé de manière à ce que ceux qui s'illustrent dans les violations des autres personnes puissent être rattrapés un jour, soit sur leur propre territoire ou sur le territoire d'un État tiers. Merci beaucoup au président Georges Kabiamba. Allons à la Cour constitutionnelle. La question des désignations des juges de la Cour constitutionnelle, l'opposition dit que le pouvoir en place a pris en otage la Cour constitutionnelle en nommant irrégulièrement les juges de la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, le tirage au sort s'est fait dans la violation totale de la réglementation en la matière. Quelle est la procédure pour désigner les juges de la Cour constitutionnelle? Quand est-ce qu'on peut remplacer un juge par un autre? Est-ce que ce qui s'est passé dans le changement des juges, y a-t-il eu violation de la procédure en la matière? Je me suis déjà exprimé plusieurs fois sur cette question de la Cour constitutionnelle en disant tout simplement qu'il y a un débat à caractère purement politique qui s'est greffé et qui risquerait de nous faire perdre énormément de temps. Et ce qui me semble, moi, être important, c'est de savoir que les 9 qui sont en fonction pourront se conduire avec impartialité dans le traitement de tous les dossiers, y compris les contentieux électoraux qui seront adressés à cette juridiction. Vous espérez? Et nous souhaitons, ils ont l'obligation, parce qu'ils ont prêté serment, de ne faire que de ça. De ne pas, est-ce que c'est possible que pas favoriser quelqu'un à l'occasion de traitement de dossiers mis à leur disposition
pour des raisons politiques ou pour des raisons ethniques, tribales ou autres. Ils devront avoir comme seul guide que les droits, la loi, un point barre. C'est tout ce que nous devons leur demander parce que vous savez, même tout ce qu'on dit, tel est proche de X, Y, ça ne doit pas être ça qui doit nous préoccuper. C'est la maturité, la capacité de nos juges à nous produire des décisions qui vont cadrer effectivement qu'avec le droit. Et ne pas se laisser influencer dans l'accomplissement de leur rôle, c'est-à-dire de dire le droit. Voilà le travail que nous faisons la CAGE. Voilà. Président Georges, alors, le président Tshisekedi a dit regretter que la justice détruit ce pays. Exact. Est-ce que c'est votre point de vue? Mais bien sûr, nous nous sommes frottés les mains lorsque le président a dit ça publiquement, parce que c'est ce que nous avions toujours dit et écrit. Et nous avons partagé ce point de vue à plusieurs reprises, même avec le plus haut responsable de la justice, en lui demandant de prendre des mesures urgentes et nécessaires pour que les choses changent. Nous avons évoqué, par exemple, les cas de certains magistrats qui s'organisent aujourd'hui avec certaines personnes pour monter des faux dossiers de dettes contre les entreprises et établissements publics de l'État, et ils n'hésitent pas à condamner à plusieurs millions de dollars sans respecter même l'esprit et l'équité de la loi. Non, ils le font pourquoi? Parce qu'au retour, ils vont se faire rétrocéder. Et donc, c'est la pratique de la corruption, la transposition. On a transposé dans l'administration de la justice les combines corruptives pour asphyxier même des entreprises et établissements publics qui sont pourtant indispensables pour la réalisation du bien commun. Ils se sont attaqués comme ça contre la Régie des eaux, la SNEL, la Société nationale des chemins de fer, ces gens-là et d'autres entreprises comme l'Office des postes qui a connu aussi dernièrement en Bujimaï, où pour une dette de 3 millions, les juges n'ont pas hésité à allouer à la partie qui a accusé l'OCPT à verser 48 millions de dollars américains au titre de dommages-intérêts. Ça vient d'où? Ça existe d'où? Pour une créance supposée principale de 3 millions, vous allez allouer 48 millions de dollars. Mais c'est de la folie. Ce genre de droit n'a jamais été enseigné dans toutes les facultés sérieuses de nos universités, où on permet aux juges d'inventer des chiffres comme ça, d'avoir une main facile qui peut écrire ce genre de chiffres contre une entreprise, publique ou privée. Et la justice est à la base aujourd'hui de la déliquescence même du climat des affaires. Vous avez suivi la présentation du rapport thermomètre sur le climat des affaires, un service spécialisé de la présidence de la République qui est allé dans le même sens. Et donc, c'est un combat qu'il faut continuer à mener. Et nous pensons que les responsables du Conseil supérieur de la magistrature, qui sont en train maintenant d'assurer la formation de ceux qui viennent d'être recrutés, doivent agir. Mais ils ont aussi besoin de moyens. Nous avons toujours plaidé aussi pour qu'on leur donne les moyens conformément à la Constitution. Et le président de la République a pris l'engagement, a demandé à ce qu'il y ait un travail entre le Conseil supérieur de la magistrature, le gouvernement, donc le Premier ministre, pour régler cette affaire, une fois pour toutes, de manière à ce qu'on leur alloue une dotation financière, comme c'est prévu dans la Constitution, à l'instar de ce qu'on donne aux autres
C'est quoi le problème de la justice congolaise? Je voulais ajouter que nous continuons à demander aussi aux membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature de travailler pour rationaliser les recettes judiciaires, c'est-à-dire les amendes transactionnelles, les autres frais de justice, d'exécution ou d'obtention des différents actes de justice pour que ça puisse être correctement et fiablement collecté, que ça atterrisse dans les caisses de l'État à travers les services de la DGRAD et qu'ils discutent avec la DGRAD pour qu'on commence à leur donner les rétrocessions, qui sont les rétrocessions légales. Cette somme d'argent pourra permettre aussi au Conseil supérieur de la magistrature, au pouvoir judiciaire, de résoudre un certain nombre de problèmes. Nous ne comprenons même pas pourquoi ils n'en font pas un souci aujourd'hui, alors que c'est de l'argent qui peut les aider à résoudre les problèmes de soins médicaux ou combler, ce qui leur manque aujourd'hui. Et donc nous devons continuer aussi à faire pression sur eux pour qu'ils y arrivent. Quel est le véritable problème de la justice congolaise? Qu'est-ce qu'il faut pour que cette justice devienne vraiment une justice au service du peuple? Moi, je pense qu'il y a deux choses. Non, trois. Premièrement, il faudrait que dans les prochaines mises en place, parce que nous attendons tous des mises en place, au sein du pouvoir judiciaire, il faudrait qu'on confie des responsabilités au niveau des cours d'appel, tribunaux, différents tribunaux, mais aussi des différents parquets, à des hommes et des femmes qui sont réellement engagés pour contribuer à l'intérêt général. Il faut qu'on arrête avec ces systèmes-là de favoritisme, de confier des responsabilités qu'à certaines personnes qui sont, par exemple, recommandées ou parrainées. Il faut qu'on regarde les hommes et les femmes en fonction de leur évolution dans la carrière, ceux qui ont satisfait principalement au principe ou à la condition de compétences et d'éthique, et qu'on confie à ce genre de personnes ces grandes responsabilités. Mais ceux qui se sont compromis dans des dossiers de corruption, trafic d'influence, des gens comme ça, ne doivent pas avoir de promotion. Tout à fait. Et ça. Alors, Président... Mais j'allais oublier, deuxième question, c'est les financements. Il faut que les gouvernements financent au moins le fonctionnement du pouvoir judiciaire. Il faut qu'on construise des palais de justice. Il faut qu'on construise, et ça c'est le gouvernement qui doit construire, investissent dans la construction des prisons, des logements des magistrats. Bien sûr, les autres questions doivent être comblées par les rétrocessions, et là, eux aussi doivent travailler. Enfin, il faut notre vigilance, c'est-à-dire des médias, des organisations de la société civile que nous sommes. Nous devons suivre régulièrement la manière dont fonctionne notre justice, identifier les mauvais éléments qui perturbent le bon fonctionnement, porter ces informations à la connaissance de leur hiérarchie, exiger des enquêtes et des sanctions négatives, pourquoi pas. Merci beaucoup, Président. J'aimerais que vous puissiez, les étudiants en droit, même toute la nation, la question du juge pénal d'un ancien Premier ministre. On a suivi des professeurs d'université qui donnent cours à l'université. C'est ça, c'est contredire. C'est contredire cette question. Le professeur Zolo Bambi, le professeur Birungu, ces grands professeurs qui se contredisent. Mais finalement, quelle est la vérité? Le point de vue de la CAGE est clair. Nous avons l'article 12 de la Constitution. Il faut que tout le monde le lise. Article 12. Tous les Congolais sont égaux en droit et en obligation. Ça veut tout simplement dire qu'il ne peut pas y avoir un seul Congolais qui puisse considérer qu'il ne peut pas être tenu de rendre compte, notamment devant un juge pénal, quand c'est nécessaire, à la suite de sa gestion. On ne peut pas. Ça, c'est vouloir utiliser
certains mécanismes du droit pour assurer l'impunité. Non, ça viole l'article 12. Parce que si quelqu'un d'autre, lui, se retrouve dans une position où on dit qu'il n'existe pas encore de tribunal dans ce pays pour vous juger, il devient super-homme, on lui assure là l'impunité. C'est inacceptable. Pour la CAJ, toute personne a un juge. Et il faut laisser aux cours et tribunaux de définir, de régler cette question-là en fonction. C'est qui le juge d'un ancien Premier ministre? Mais nous avons la Constitution qui dit clairement qu'un ancien Premier ministre ou un ministre en fonction peut pénalement ou a comme juge pénal la Cour constitutionnelle. Au même titre que le président de la République. On ne va pas nous inventer une histoire du genre que X, Y ne peut pas être jugé. Non, mais c'est une hérésie qui s'approche tout simplement d'une doctrine d'impunité. Et nous ne pouvons pas soutenir ce genre de choses. Comment jugez-vous l'arrêt Kamouleta, se déclarant incompétente à juger M. Matata Ponyo? Mais nous l'avons toujours dit qu'une juridiction peut faire ce qu'on appelle le revirement jurisprudentiel. Ce sont des pratiques des cours et tribunaux. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons beaucoup d'autres cas dans notre pays où ce genre de revirements jurisprudentiels ont été actés et considérés comme une position de la justice qui doit être impérative et exécutoire, opposable à tous. Et ça ne doit pas changer aujourd'hui. Pour nous, c'est la Cour constitutionnelle que nous avons, qui reste compétente pour juger un ancien ou l'actuel Premier ministre, comme aussi pour juger le président de la République. Voilà. Président, on va aller maintenant sur la question de la majorité parlementaire. On a connu pendant un moment une majorité parlementaire qui a basculé, qui a changé. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça fait partie du jeu politique. Ça ne viole pas la... Non, mais il revient à mandat impératif des députés nationaux qui sont élus sur liste des partis politiques. Ce ne sont pas des mandats des partis politiques. Non, c'est-à-dire que, vous savez, dans un état de droit, il y a quand même il y a ce qu'on appelle aussi la division du travail. Il faudrait qu'il y ait quand même des gens qui vont faire une recherche sur cette question et nous produire un document avec des recommandations. Mais il ne faudrait pas que ça devienne aussi comme un jeu facile où tout le monde peut penser aborder et donner son point de vue sans respecter son expertise, son background. Moi, je crois qu'il faut laisser aux chercheurs faire leur travail. Nous ne voulons pas, parce que vous savez, la politique, certes que la politique doit s'exercer conformément à une certaine législation, mais il y a des pratiques, des fois même des décisions dont on entend dire qui sont censées échapper au contrôle du juge. Voilà. Merci beaucoup, Président. On va peut-être prendre la toute dernière thématique. On va essayer un peu de revenir sur une question importante qu'on a sautée par mégarde. C'est la question des Congolais qui sont dans les territoires à conflit. Kwamoutou. Tout à fait. Et l'Est. Tout à fait. Ouais. Alors, ces personnes n'ont pas été enrôlées, mais dans l'actuelle loi sur la répartition... Ce n'est pas la faute de la CENI. Nous devons être aussi quand même justes. Mais la loi sur la répartition des sièges se calcule sur base des coefficients de l'élection. Les responsables de la CENI ont déjà expliqué ça. Moi, je ne veux plus y revenir parce que, comme je l'ai mentionné, nous devons, nous les Congolais, nous interdire aussi de chercher à donner
après tout et obligatoirement notre point de vue, même sur des questions qui échappent à notre propre background. Les gens qui ont une expertise en la matière, qui sont à la CENI, ont donné déjà la réponse, expliqué la procédure qui a été suivie et comment ils entendent faire pour faire participer nos compatriotes au prochain scrutin. Essayons de suivre ça, encourageons-les, faisons des pressions pour que les gouvernements rétablissent la sécurité dans toutes ces zones pour permettre à la CENI de déployer ses propres agents pour faire au moins réaliser l'enrôlement des électeurs. Nous avons suivi, j'ai vu même un document qui mentionne par exemple que pendant la période d'enrôlement, la CENI a perdu plus d'une trentaine de ses agents, principalement dans ces zones-là, par manque de sécurité. Et donc, moi, je ne peux pas aujourd'hui reprocher à la CENI de n'avoir pas enrôlé, sachant très bien que ceux qui avaient été là-bas ont été tués, ont perdu des vies, leurs familles payent les prix forts aujourd'hui et qu'il ne faut pas en envoyer encore d'autres si on veut être réellement sérieux. Vous pouvez pas, vous savez que là-bas, il n'y a pas de protection de la police, de l'armée, des services de sécurité, mais vous envoyez les gens, vous les envoyez à la mort. Donc faisons des pressions sur les gouvernements pour que la paix soit rétablie. Et dans ça, en ce qui concerne l'Est, nous avons déjà expliqué à plusieurs pays amis, aux membres de la communauté internationale, en disant qu'ils ne font pas assez pour contribuer au départ des terroristes du M23 et des militaires rwandais. La preuve, c'est que vous avez vu, l'Union européenne venait de prendre des sanctions, appliquer des sanctions, mais du côté du Rwanda, alors qu'il y a une liste des plus hauts responsables qui sont à la base de cette situation de la guerre à l'Est, notamment le général James Kabarebe, ils ne l'ont pas placé sous les sanctions, mais ils ont tout simplement ciblé un simple capitaine. Je vous dis que nous, ça nous a vraiment troublés, parce que cela n'est pas de nature à mieux combattre contre l'impunité des crimes graves que ces gens ont commis. On sait que les grands planificateurs, comme les experts des Nations Unies eux-mêmes l'ont mentionné, c'est notamment James Kabarebe. C'est lui qui devait être en première ligne de personnes soumises aux sanctions de l'Union européenne. Nous continuons à demander aux autres États, membres du Conseil de sécurité, d'agir, de montrer réellement qu'ils compatissent avec le peuple congolais et que les valeurs des droits de l'homme pour lesquelles eux et nous nous battons chaque jour vont être protégés et préservés par ce genre de sanctions. Mais en ne les faisant pas, quelque part, ils trahissent aussi leur propre... Une dernière question pour finir. Discours. Est-ce que le départ de la force de l'EAC et de la MONUSCO serait une bonne chose? Mais le gouvernement congolais doit savoir que c'est lui le principal protecteur des personnes et de leurs biens, bref, de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, c'est lui. Voilà pourquoi nous cessons, la CAJ, nous écrivons beaucoup pour insister à ce que le gouvernement fasse monter progressivement nos forces de défense et de sécurité en puissance. Pour qu'à un certain niveau, si on se rend compte que ceux qui se sont présentés comme des amis pour nous aider à bouter dehors les forces armées rwandaises ainsi que leurs supplétifs du M23, les terroristes du M23, sont en train de jouer à un jeu complaisant, que nous puissions engager nos propres forces de défense et de sécurité, éventuellement avec d'autres pays amis qui viendront pour travailler en toute sincérité avec nous.
Nous ne devons pas continuer à attendre seulement les autres. Et nous constatons sur le terrain qu'effectivement, nos forces de défense et de sécurité sont en train de monter en puissance. On a vu l'acquisition des équipements. Nous en demandons encore beaucoup. Il y a des recrutements qui se font, des formations en cours. Et donc, il faut améliorer les conditions socio-professionnelles de ces hommes et femmes qui se sont engagés pour défendre les drapeaux, de manière à ce qu'ils aient un moral très fort et que le jour où il leur sera donné l'ordre pour dire nous devons en finir nous-mêmes, que ça soit rapidement des succès. Que ça soit rapidement de succès. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, Président, pour cette émission. Hein. Merci. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très très bientôt avec le Président sur notre plateau. Cette fois-ci, c'est ça. On sera avec Madame Naomi Pila. Ça sera la semaine prochaine. Prenons la semaine prochaine, exact. D'accord. On peut rendez-vous avec le Président. On peut rendez-vous avec le Président chez nous au studio pour des questions beaucoup plus approfondies en lingala et aussi en français parce que notre public. Et cette fois-là, il faudrait que nous abordions aussi des questions à caractère social, hein, socio-économique. Pas de problème. Le vécu des Congolais, les problèmes de circulation, des embouteillages, les problèmes de la sécurité des hommes et des femmes chaque jour. Donc, il faudrait qu'on aborde aussi les vécus quotidiens du Congolais. Merci beaucoup, Président. On abordera tout ça. Mesdames et messieurs, portez-vous bien et donc à la semaine prochaine avec le Président Georges Kapiamba, chez nous, à Congo Buzz Télévision.